Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver en ce vendredi, une semaine complètement folle, un retour au travail après 2 semaines de vacances et de congés complètement échevelé. Donc, je vous avouerai que je suis contente que la semaine finisse, mais qu'elle finisse en beauté parce que je reçois pas n'importe qui. D'abord, un petit peu plus tard dans l'émission, je vais recevoir Fabienne Larouche, la femme de la semaine, parce que beaucoup d'action dans la cour de la productrice Fabienne Larouche. Puis ça va être un petit peu plus tard dans l'émission. On va aussi parler à l'humoriste Patrick Groux, une 29 millième émission de rénovation. À un moment donné, il y en a 28 999. Patrick Groux, il décide d'en rajouter une autre. Ça change les idées. On aime ça, voir les maisons du monde. Oui, en fait, moi, ce que j'aime, c'est le processus. Oui. Tu sais, de dire... la maison est tout croche. Comment on peut l'arranger pour qu'elle soit moins tout croche? Puis des fois, ça te donne des idées pour tes émissions. C'est l'évolution de méchants changements. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, il y en a beaucoup qui écoutaient ça. Là, on en veut encore. Là, c'est les maisons qui changent. Bonjour, Cybèle Olivier. Ben oui, salut. Ben oui, elle est là, puis elle parle, puis je l'ai même pas présentée. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et on salue évidemment Hugo Veilleux, qui est journaliste à La Recherche, qui est avec nous en régie, et Jean-Philippe Leroux aussi, qui fait partie de l'équipe. Donc, de la grosse visite, grande visite aujourd'hui, parce que, vous l'aurez reconnu, elle est à ma droite. Taylor Swift. Bonjour Taylor, comment ça va? Salut Sophie, ça va bien toi? Moi, ça va très bien. Très contente de me faire tutoyer par Taylor Swift. En fait, ton vrai nom, c'est Jimmy Moore. Exact. Et tu es personnificateur. Et tu connais un succès énorme depuis plusieurs mois maintenant en faisant Taylor Swift. Avant ça, tu as fait Madonna, tu as fait Lady Gaga, tu as fait Michael Jackson, tu as fait Céline Dion, tu les as tous faits. C'est quoi la différence entre un personnificateur, toi, tu es un homme qui s'habille en femme, donc tu es aussi ayant côté drague. Donc, drague, personnificateur, sosie, imitateur. Comment on se dépatouille dans tout ça, Jimmy? Moi, ce que je fais, c'est vraiment de l'art au niveau de la personnification. Donc, je suis pas là pour amener ma touche d'originalité. Je suis pas là pour, exemple, faire une chanson de Taylor Swift habillée en vert avec des cheveux jaune-orange. OK. Je suis vraiment là... T'es pas là pour te moquer d'elle ou c'est pas une parodie puis tout ça? On n'est pas du tout dans l'exagération de la femme. D'accord. C'est vraiment dans l'hommage pur et simple et le plus étudié possible. Je compare un peu mon travail, je sais pas si tu te souviens du film La vie en rose avec Marion Cotillard. Absolument. Dans ce type d'approche-là. Donc vraiment. Donc Marion Cotillard qui personnifiait évidemment Édith Piaf et elle était transformée physiquement. Là, il lui avait comme rasé l'avant du front. Et donc, tu regardais ça et tu disais, mon Dieu, c'est Édith Piaf. Ouais. Donc, quand tu dis un hommage, puis quand tu dis que c'est étudié, tu veux dire quoi? Tu as passé combien d'heures à observer Taylor Swift pour vraiment lui rendre hommage? On peut, c'est difficile de donner un chiffre précis à ces heures de travail-là, mais on peut facilement lancer 150 heures d'études de la démarche, la façon dont elle bouge ses mains. Comment elle bouge ses mains, Taylor? C'est vraiment vaporeux, c'est très... c'est très gentil, c'est pas très agressif non plus. Oui. Puis elle a une démarche à la limite très féline. Donc c'est très intéressant. Au niveau de la démarche aussi, la façon dont elle bouge avec ses robes, ses costumes. C'est important que les gens à la maison sachent que mon spectacle de Taylor Swift dure 3 heures. Oui, alors c'est absolument hallucinant parce que non seulement ça dure 3 heures, mais il y a plein de monde avec toi sur scène. Il y a des musiciens, il y a des danseurs. Puis tout ça, c'est un gros show. C'est un gros spectacle avec, je dirais, à peu près une vingtaine de changements de costumes. Les gens qui ont vu le spectacle de Taylor il y a pas longtemps, soit à Toronto, c'est vraiment une réplique du spectacle avec... Tu fais les chansons dans le même ordre? Non, je change un petit peu. D'accord. Mais c'est du lip-sync. Tu chantes sur du Taylor Swift. Exact.
Et pourquoi les gens capotent autant? Parce que là, tu pars en tournée, c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui. 1er février, tu vas être au Capitole de Québec. Le 15 février, au studio TD de Montréal. Après, tu vas à Gatineau, Sherbrooke. Bref, tu fais la tournée de la province. Mais les spectacles que tu as déjà présentés jusqu'ici, il y a des collègues à moi dans l'équipe qui sont des Swifties, qui sont allés à Toronto et qui te connaissent et qui disent que c'est le délire. Les gens, ils capotent pendant ton spectacle. Pourquoi, Jimmy? C'est... premièrement, Taylor Swift, c'est une artiste qui apporte beaucoup, beaucoup de joie à son public. C'est une personne, je pense, bienveillante, en tout cas, avec les valeurs qu'elle communique, avec la façon dont elle se porte elle-même avec les gens, toujours gentille. On n'a jamais vu aucune mesquinerie de sa part vis-à-vis des fans. Et puis, les fans de Taylor Swift, qu'on appelle les Swifties, c'est vraiment une communauté. Donc, c'est des gens qui se soutiennent, qui aiment la musique de Taylor et qui sont vraiment dans le pur plaisir de la musique. Puis c'est mais magique. C'est pas Taylor Swift qui vont voir, c'est toi. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, chantant quand même, c'est du lip-sync, donc c'est vraiment... Donc, qu'est-ce qui fait que pendant 3 heures, ils décrochent pas puis ils y croient vraiment? C'est ça un peu la beauté de mon art, c'est que il faut être là pour l'expérimenter. Donc, les gens qui vont me voir comme ça, vite, ils vont dire, bon, oui, il y a le look de Taylor Swift, mais c'est un gars maquillé en fille, whatever. On pourrait réduire ça rapidement, là. Oui, parce qu'il y a des gens qui nous regardent à la télé, il y a évidemment des gens qui nous regardent sur le web aussi, mais je veux décrire pour tout le monde, pour nos auditeurs, tu es arrivé donc avec des talons hauts, des barésilles, un costume très proche du corps, avec vraiment de la paillette, là, c'est Miss Paillette, et une belle perruque blonde, un maquillage extrêmement élaboré. Est-ce que c'est ta vraie couleur d'yeux ou tu portes des verres de contact teintés? Ah, petite coquine! Voilà, donc tu fais tout pour ressembler, évidemment, à Taylor Swift, tout en sachant que, bon, t'es un homme à la base. Exact. Est-ce que c'est correct que je dise que t'es un homme? Parce que moi, mon nom, c'est Jimmy Moore. Non, c'est ça. C'est ça. Mais je te le dis parce qu'à un moment donné, j'avais écrit un article dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, sur les drag queens, et je parlais d'une drag queen, je veux même pas la nommer, parce que je vois pas pourquoi j'y ferais de la publicité, qui était hyper choquée, parce que j'ai dit que c'était un homme qui s'habillait en femme, et il, elle, peu importe, m'a répondu en disant, vous avez pas d'affaire à présumer de mon identité de genre. Hey, comment une chose? Une drag queen, c'est un homme qui s'habille en femme, c'est pas une femme qui s'habille en homme qui s'habille en femme. C'est pas une personne non-binaire qui s'habille en personne non-binaire. À un moment donné, il faut arrêter de niaiser, non? Ouais, c'est très, très vague maintenant, tout ça. Et puis, moi-même, je me mets pas la petite orteille dans ce type de débat-là. OK, mais c'est correct que je dise que t'es un homme qui s'habille en femme. Moi, je suis un gars. Moi, je suis un homme. Le back de mon cover de livre, je suis un gars. Ton vrai visage. Moi, je suis très fier d'être l'homme que je suis et d'être un artiste qui fait de la personnification. D'accord. Et c'est là... où tu me posais la question pourquoi les gens reviennent ou viennent à mes spectacles, c'est que c'est un art qui se vit sur place. Donc, les gens doivent venir à mon spectacle pour expérimenter, disons, le charme de la chose, parce que c'est après peut-être 15-20 minutes, là, il y a comme une magie qui s'empare de la salle et on oublie littéralement que je ne suis pas la vraie Taylor Swift. On a eu une multitude de journalistes qui sont venus puis qui ont été emballés et surtout surpris. Et moi-même, je me mets beaucoup de pression parce que je me dis tout le temps, il peut y avoir quelqu'un dans la salle qui part avec l'idée, ça va voir un gars qui est habillé en fille, lip-sync, on pense péjorativement, mais ce qui arrive, c'est que même moi, durant la pandémie ou juste un peu avant, je m'étais dit, être personnificateur, parce que je suis le seul au pays à ne faire que ça, je me suis dit, moi aussi, je vais devenir drague, je vais essayer d'extrapoler les couleurs puis tout ça, puis c'était tellement contre ma nature artistique que je me suis dit, j'aime bien tout seul dans mon coin puis faire ce que je fais et croire à mon art que d'essayer d'embarquer dans la mode, parce que c'est une mode. Puis à une certaine époque, les drag queens et personnificateurs féminins, j'en parle un peu dans mon livre, c'était deux planètes complètement différentes. Donc, maintenant, c'est rendu une grande famille artistique, mettons, disons. Est-ce que tout le monde s'aime? Il n'y a pas de bitcherie, des fois, de temps en temps? Ça serait mentir de dire que tout le monde s'aime. C'est comme dans n'importe quel domaine. C'est pas tout le monde qui s'aime, là. Mais je veux dire, c'est une grande communauté qui pourrait être plus soudée encore, je pense. D'accord. Alors donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont venus voir tes spectacles, des gens qui vont aussi continuer à aller voir tes spectacles.
quand tu fais, par exemple, Madonna ou quand tu fais Céline Dion, c'est correct, on comprend le principe. Quand tu fais un personnage comme Michael Jackson, est-ce que tu le referais encore aujourd'hui? Ou il serait un personnage trop controversé à personnifier aujourd'hui? Il a été très, très controversé dans les dernières années. Mais si j'ai des clients qui me le demandent pour des corporations ou des événements privés, je le fais parce qu'il faut que je gagne ma vie. Ouais. Et t'arrives à gagner ta vie en étant personnificateur? Oui, exactement. Oui? Il y a eu des périodes de vache maigre, là, comme dans n'importe quel domaine artistique. Je suis mariée, fait que j'ai mon mari qui m'aide souvent quand, mettons, il y a des périodes plus creuses, mais je ne vis que de mon art et j'en suis très, très fière. Là, surtout après 6 Alors là, tu as sorti, en novembre de l'année dernière, tu as sorti ce livre-là, donc personnificateur. Et juste anecdote comme ça, hier soir, je suis allée voir le cabaret biodégradable où des comédiens lisent, comme Pierre-Luc Briand, lisent sur scène des autobiographies de vedettes québécoises. Est-ce que tu n'as pas peur? Tu sais, parce que quand même, écrire son autobiographie quand on s'appelle Jimmy Moore, je sais pas, t'as pas peur que des fois les gens disent... ben, tu sais, dans le fond, t'es pas comme Jeannette Bertrand. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, justement, je ne suis pas Jeannette Bertrand et il y a autre chose que juste tout le temps les mêmes personnes qu'on voit partout. Mais pourquoi les gens devraient lire la biographie de Jimmy Moore? Parce que c'est... Qu'est-ce qu'il y a dans ton histoire ou dont les gens pourraient retenir une leçon, mettons? C'est une histoire de persévérance. Oui. Et c'est surtout ça que je veux inspirer à quiconque va lire mon livre et se donner la peine de l'ouvrir. C'est pour montrer que malgré les embûches et malgré les hauts, les bas, les grandes épreuves de vie, que si on a un projet qui nous tient à cœur et qu'on croit en ce qu'on fait, on peut vraiment réaliser ce qu'on veut. C'est surtout ça le message de mon livre. Parce que toi, tu as du front tout le tour de la tête, parce que tu m'as envoyé un courriel avant Noël en disant « Bonjour Sophie ». Bon, évidemment, tu commences en disant « J'adore ton émission ». Bon, déjà, on voit que c'est un homme de goût quand même. Tu sais. Bien sûr, ben non. Tellement. Déjà, j'aime ton émission, ça commence bien. Ce qui me plaît le plus chez toi, c'est ton intelligence. Bon, déjà, tu sais comment flatter le monde. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as pris la peine de m'écrire. En disant, tu sais, parce que j'avais fait une entrevue avec Kathleen. Oui, ça m'a beaucoup touché. Oui. Et là, tu m'as interpellée en disant, ben regarde, reçois-moi parce que je vais te parler, puis on va parler des dragues, puis on va parler de tout ça. Moi, j'apprécie les gens qui font ce genre de geste-là. Tu me sembles quelqu'un d'extrêmement déterminé, puis c'est peut-être un peu ça aussi le message que tu vas envoyer. Quand tu veux quelque chose, ben fais-le. Oui, c'est ça. S'il n'y a pas de porte qui s'offre à toi, ben fais ton cadre de porte, mets ta porte, puis rentre toi-même. Moi, c'est ce que j'ai fait. Puis mon spectacle de Taylor Swift, c'est après 25 ans de carrière, c'est la chose la plus extraordinaire qui me soit arrivée. Puis ça bat tous les projets que j'ai eus avec Madonna, Céline Dion, Lady Gaga, j'en ai eu plein, des belles opportunités. Mais ça dépasse toutes les attentes de mon imaginaire. Pourquoi? Parce que c'est simplement magique, l'expérience de ces spectacles-là. Puis là, au Théâtre Capitole, ça va être ma 21e représentation, déjà. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, moi-même, je suis très renversée parce que moi, j'ai une résidence au Cabaret Mado les samedis à 15h. En tout cas, tous mes spectacles se font à 15h les samedis. Puis à mes Taylor Swift, on a eu des files d'attente de 250 personnes là, qui faisaient le tour de la rue là, pour rentrer à mon spectacle. Fait que c'est vraiment merveilleux. Bon, ben écoute, je suis très contente d'avoir reçu Taylor Swift à mon émission. Et puis c'est drôle parce que tu sais, c'est tellement un phénomène mondial que t'as choisi le bon personnage à faire. T'as choisi, t'as un bon sens du timing, comme on dit en chinois. C'est circonstanciel parce que jamais j'aurais pensé produire un spectacle complet de Taylor Swift. Puis dès 2014, je la faisais en spectacle, mais ça n'avait pas la portée que ça avait là. Puis je me rappelle, le 23 juin 2023, quand j'ai fait mon premier show, le 3 juin, pardon, j'ai dit à mon mari, bon, s'il n'y a personne, on verra, mais je fais vraiment ce projet-là pour moi. Puis là, finalement, ça a explosé. On a une petite question, Sophie, juste en terminant. Jimmy Moore, il y a quelqu'un qui nous demande par rapport aux droits d'auteur, comment ça fonctionne, puisque vous vous promenez, c'est ça, vous faites des spectacles. Est-ce que vous
pouvez juste nous expliquer rapidement. Je paye mes comment droits vous à en la sortez? SOCAN, comme comme toutes les institutions musicales. Oui, fait que ça, c'est... Pour l'utilisation de la musique. Exactement. Voilà, donc tu fais les choses dans les règles parce que tu n'as pas vraiment envie que Taylor Swift se plaigne. Donc, de toute façon, parce que c'est important que les gens le sachent, quand on fait un spectacle au Québec, quand on se produit sur une scène, puis qu'on utilise, que ce soit une chanson de Jean-Pierre Ferland ou Bruce Springsteen, on doit en effet payer des droits. Donc, tu payes les droits quand tu l'utilises. Mais je pense que la question de l'auditeur ou de l'auditrice, c'était plus, est-ce que tu es obligé de demander la permission à l'entourage de Taylor Swift pour faire un spectacle hommage? Non, pas vraiment, parce que comme toutes les chanteuses, je veux dire, si, exemple, je donne un exemple, si Céline Dion s'insurgerait de dire les drag queens arrêtez de faire ma musique, ben là... ça sera pas bien comme je pense que ce serait pas bien vu. Ce serait pas bien vu, en effet. Jimmy Moore, merci. Donc, ça commence le 1er février au Capitole de Québec, puis bon, après ça, en tournée un petit peu partout dans la province. Et si les gens veulent se procurer des billets pour mes spectacles, allez sur le jimmymore.ca, section spectacle. Merci. Je disais, elle est bonne en marketing. Hein, j'aurais voulu qu'on se laisse avec une petite Shake it off, shake it off. Y a-t-il une toune en particulier qui revient tout le temps? Ou qui est vraiment que les gens... Celle qui fait vraiment lever la salle, là. Cruel Summer. OK. Shake It Off, c'est sûr. C'est ça. Ouais, vraiment. On peut-tu le faire? Regarde, lève-toi. Lève-toi. On va juste... Moi, je vais me faire aller le... je vais me faire aller le popotin. Jean-Philippe, un petit Shake It Off. Hey, wow, hein? Elle est tellement grande. Ouais, on y va-tu, Jean-Philippe? Non? On l'a pas? On y va freestyle. On l'a pas? On l'a pas? Ah, bon, tu l'as? On l'a ou on l'a pas? On l'a pas. Bon, peux-tu la chanter quand même? Ah, même mon si on Dieu, a non, pas... non, je veux pas. Tu veux pas? OK, mais on va juste se faire aller le popotin comme ça. OK. Sur du Taylor Swift, comme ça, dans notre tête, on chante. Hey, merci beaucoup, Jimmy. Merci. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Et que ça bouge dans le monde de la télévision au Québec. Cette semaine, ça a brassé pas mal avec la rentrée, des personnages qui meurent, des émissions qui changent de format, des nouvelles émissions qu'on nous annonce pour l'automne. On va parler de tout ça avec quelqu'un qui est au centre de la tempête du monde de la télé. C'est Fabienne Larouche, productrice. Bonjour Fabienne, comment vas-tu? Ça va bien, ça nous change de la frontière états-unienne, etc. Hein? On a d'autres choses à dire. Tout va bien, Sophie. Voilà, on parlera pas de Trump aujourd'hui, on va parler de stats et on va parler de télé. Oui. Écoute, on va commencer Fabienne par cette nouvelle qui a quand même surpris tout le monde, le fait que Stat que tu produis évidemment avec ton conjoint Michel Trudeau, vous produisez tous les deux cette émission-là avec Etios, que à partir de l'automne de cette année, ce sera non plus une hebdomadaire, mais une émission 1 heure par semaine. Toi, t'en as tellement fait des émissions. Pourquoi ce changement-là, Fabienne? En fait, c'est une discussion qu'on a eue avec Suzanne et Marie-André. Il y a au mois d'octobre, en fait, octobre-novembre. Je te dirais novembre. Parce que Marie-André, a toujours fait des 3 années. Tu sais, elle a fait 3 ans, elle a écrit 3 ans de trop. On sait que c'est 3 ans. 3 ans de trop, 3 ans de sans rendez-vous. Et là, on arrivait à la 3e année, tu sais, de Stat. Ouais. Et donc, elle disait, je continue, qu'est-ce qu'on fait? Suzanne Clément, qui est une actrice extraordinaire. Fabuleuse. C'est un électron libre. Elle, tu vas pas l'attacher sur une série pendant 10 ans, là. C'est pas ça. Cette fille-là a trop de talent. Fait que là, on a discuté, puis tu sais, la beauté de la quotidienne, c'est palpitant, c'est excitant, mais il reste que des paramètres très, très serrés à ça, tu sais. C'est-à-dire que t'es 3 jours en studio, t'es 2 jours en location, pas plus que 2-3 locations différentes. Fait que, tu sais, ça restreint. Ça restreint, ça contraint, puis en fait, Sophie, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, les patients, t'es prends pas à la maison dans leur histoire, t'es prends quand tu arrives en ambulance à l'urgence, tu sais. Fait que, à un moment, j'ai senti, en fait, Marie-André, elle avait envie de pousser ça, ces balises-là. Et donc, pourquoi pas, parce que, tu sais, il y a quand même eu des précédents, là, 4,5, une demi-heure.
Tu sais, bon, alors, puis il est devenu une heure, puis ça a super marché. Donc, puis il y avait beaucoup de téléspectateurs qui demandaient aussi pourquoi vous n'en faites pas une heure, une demi-heure, c'est pas assez. Bon. Alors, Marie-André avait envie de ça. Et en même temps, Luc, au mois de septembre, ça, c'est un petit peu avant, au mois de septembre, Luc arrive à la maison, puis il nous dit à Michel et moi, « Hey, j'ai une idée pour une quotidienne. » Ouais, ben là, ça tombe donc bien. La dernière fois, la dernière fois, t'étais en train de mourir à Francfort. Puis là, quand t'as fini du C-31, puis là, t'as dit que jamais plus tu ferais ça. Mais la quotidienne est intense, est enivrante, est extatique. Tu comprends-tu? Fait que Sophie, c'est ça. Fait que là, finalement, hier, c'était une belle conférence de presse. Elle m'a dit, j'ai vécu une épiphanie parce que t'avais 4 auteurs qui ont fait de la quotidienne, là. Marie-André Labbé, Viviane, Nadine, elle était sur Nadine Bismuth. La première année. Ouais. La première année d'Indéfendable. Puis moi, il y avait quelque chose, puis 4 auteurs heureux, en forme, pas à moitié mort. Fait que tu te dis, ben, le travail ne tue pas. Donc ça, c'était quelque chose de fort. Oui, vas-y. Mais ce que je trouve beau aussi, c'est que, en effet, vous étiez 4 auteurs hier, et ça dit quelque chose aussi, parce que tout le monde ne parle que de ces décisions-là de télé au cours des derniers jours, et ça dit quand même que à quel point les Québécois sont attachés à leur série, et à quel point les Québécois sont attachés à leur télé. Donc, au moment où, justement, on parle beaucoup, évidemment, de la prépondérance américaine, ça fait quand même du bien de savoir que cette histoire d'amour-là entre les Québécois et leur télé, elle est encore vivante. Et Sophie, ils sont attachés à leur personnage. Parce que cette semaine, on a fait une entrée fracassante à la télé où il y a 2 personnages qui sont morts et qui sont décédés. Et écoute, ça a été... Tu sais, Marie-André, elle a vraiment bien fait son job parce que on est des créateurs d'émotions et Dieu sait qu'il y en a eu cette semaine de l'émotion. Alors ça fonctionne. Puis c'est pas gratuit. Tu sais, il faut écouter la série pour voir que ça aura des répercussions sur plein de gens autour et de situations. Donc, parce que c'est une fille extrêmement talentueuse. Donc c'était toute une semaine, Sophie, en fait. On est vendredi. On va prendre un petit, pas un petit vino, mais un petit jus. Ben oui, tu bois pas de vin, toi. Tu bois pas de vin, tu bois juste du Perrier. Hein? mais c'est intéressant aussi parce que ça a créé une controverse. Hein? On se le cachera pas parce que les 2 personnages, les 2 comédiens, donc qui jouaient les rôles, se sont exprimés dans les médias. Et Patrick Labbé, il y a une phrase, il y a un mot qu'il a utilisé, Patrick Labbé, pour parler de ce qui était arrivé, le fait que son personnage soit mort. Il a dit que c'était ordinaire. Moi, je trouve que un comédien qui joue dans une émission et qui trouve ordinaire que son personnage meurt, je me dis, est-ce qu'il a vraiment compris c'est quoi le rôle d'un comédien? Parce que t'es constamment assis sur un siège éjectable. On sait qu'il s'est excusé, mais comment t'as vécu ça, toi, toute cette controverse-là? Parce que t'es pas une fan de controverse, Fabienne. Non, je cherche pas ça pour te dire vrai, mais en même temps, tu sais, ça fait quand même plusieurs mois, hein. Ouais. Patrick, il est décédé au mois de novembre, là. Il est pas décédé avant hier, là. Ouais. Tu sais, alors Patrick, c'est quelqu'un avec, tu sais, on a travaillé tellement ensemble. Je t'avoue que j'étais un peu surprise de ça. En fait, il s'est excusé après, donc c'est une maladresse. Moi, j'ai pris ça comme une maladresse. En même temps, tu sais, quand Marie-André a écrit ces scènes-là, écoute, elle était tellement angoissée que Judith Sablon, elle m'a téléphoné pour me dire, écoute, Fabienne, je sais pas si ça va s'en sortir. À ce point-là? Nous, on est oui, parce que c'était... Puis là, moi, quand j'ai lu ça, j'étais bouleversée, mais puis plus encore, quand j'ai vu les premiers montages, j'ai fait « Oh my God! » J'ai eu les larmes aux yeux. Tu sais, Luc Dionne, hier, il a félicité Marie-André, parce que j'ai écouté ça cette semaine, Marie. Il dit, moi, là, j'avais le trémolo, là. Alors, elle a bien fait sa job. Maintenant, est-ce quand les comédiens reçoivent ça, c'est sûr qu'ils sont déçus, Marie-André. C'est sûr, Sophie. Ouais. C'est comme nous. Tu sais, il fait partie d'un groupe, mais oui, mais ça fait partie de leur travail. Ça veut pas dire qu'ils ont pas des réactions. C'est des humains qui reçoivent ça, mais c'était pas un rejet, bien au contraire, parce que ça, tu sais, parce que ça fait partie de notre job aussi. Quand je te dis, on est des créateurs d'émotions. Quand tu te défais de personnages, plus pour Patrick, je pense que pour Virginie, mais de personnages importants comme ça, c'est ça qui suscite l'émotion chez le téléspectateur.
Si tu fais mourir, Sophie, un kidam sur le bord de la rue, personne qui va réagir. Ben oui, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ben oui, mais... et ça, là, ce que Marie-André jouait, c'est à travers un contexte de travail où on s'entend qu'à l'hôpital, on meurt beaucoup. Nous, là, les médecins, quand il arrive quelque chose comme ça à un des nôtres, qui est si important, comment on réagit? Et laisse-moi dire que dans 2 semaines, parce qu'évidemment, on ne peut pas être dans un hôpital pour avoir un psychiatre à l'urgence. On a Jean-Philippe Perret qui s'en vient faire le docteur Diamond, qui est un petit peu fraîchier, en disant en affaire. C'est pas ça qu'il va être moi là par les amis de Philippe. Oh boy! Continue cette histoire-là. Jean-Philippe Perret va être très bon pour jouer un petit fraîchier parce qu'on l'a vu dans L'Empereur, il était absolument fabuleux. C'est un très bon choix de comédien. Écoute, donc on va parler aussi de... il y a 2 choses dont je veux absolument te parler. La nouvelle série qui va être en septembre, qui va être une quotidienne, écrite par Nadine Bismuth, script éditeur Luc Dionne. Mais avant d'aller là, je veux absolument qu'on parle aussi de L'Appel. C'est la nouvelle série de Luc Dionne et Illico Plus. On va voir ça au cours des prochaines semaines. Je veux qu'on écoute un petit extrait de la bande-annonce, s'il te plaît. Je demande ça à mon collègue Jean-Philippe. C'est demain que débute le procès de Maurice Mom Boucher. Impossible que ces gars-là aient décidé de tuer des gardiens sans le consentement de Boucher. Ça, c'est clair. Je commence à penser qu'ils sont plus forts que la police. Michel Auger vient de se faire tirer dans le stationnement du Journal de Montréal. Et c'est drôle parce que en ce moment même, moi, je suis dans les locaux de Cube qui sont dans les anciens locaux du Journal de Montréal. Et quand on stationne tous les jours dans le stationnement du Journal de Montréal, c'est à quelques centimètres de là où le collègue Michel Auger s'est fait tirer. Pourquoi c'est une série qui est importante? Pourquoi on devrait regarder cette série-là, Fabienne? Écoute, d'abord parce que Luc Dionne, c'est un exégète de la police, puis évidemment de ces milieux-là. Donc, il sait de quoi il parle. C'est une histoire vraie, dans le sens où France Charbonneau, tu sais, on cherche des fois des héroïnes, c'en est une. OK, cette fille-là, tu sais, moi, je suis assez courageuse dans la vie, Sophie, mais moi, j'aurais pas été faire le procès, j'aurais pas été procureur dans le procès de Montboucher pour l'envoyer, mais elle l'a envoyé en prison, mourir là, OK? C'est fou, alors, ça, c'est quand même pas... Non, c'est ça. Cette fille-là, cette femme-là, elle existe, et c'est un moment de notre histoire qui est important parce que moi, je pense que c'est un moment, là, tu vas me dire que c'est un peu chauvin, mais qui est aussi grave que quand les juges se sont fait tirer en Sicile. Absolument. Elle a envoyé croupir et mourir ce gars-là en prison. Elle a eu cette force-là, cette femme-là. Et l'appel, Sophie, c'est le 2e procès. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle l'appel. Voilà, exactement. Mais c'est important parce qu'en effet, je me souviens plus, il y en a un qui s'appelait Falcone et l'autre, je me souviens plus. C'est 2 juges qui s'en sont pris à la mafia en Italie et les 2 ont été assassinés. Et quand tu arrives en Sicile à l'aéroport, l'aéroport porte le nom de ces 2 juges-là qui sont des hommes extrêmement courageux. Donc, tu as tout à fait raison de souligner le courage immense de Madame Charbonneau. Donc, moi, j'ai très hâte. Et Sophie, à un moment donné, tu sais, moi, France, c'est devenu une amie. Tu sais, j'ai vraiment... et j'aime beaucoup. Et je dis, tu sais, il n'y a pas un moment où tu as eu peur, tu sais. Ouais. Elle m'a dit, écoute, Fabienne, oui. Il y a un moment où je me suis regardée dans le miroir. Puis, OK. Moi, j'ai mené une belle vie. J'ai été... correct toute ma vie, j'ai une belle fille, j'ai un bon mari, mais s'il faut que ça arrive, ça arrivera. C'est fou. Elle a lâché prise. Incroyable. Oui, sa mère est allée voir sa mère, elle a dit tu vas nous faire tuer, ils ont été obligés de déménager sa mère. Écoute, c'est quelque chose là. Elle a fait, sa fille. France Charbonneau, c'est une héroïne. Absolument. Et on va voir tout ça dans la série. On va voir tout ça dans la série. J'ai super hâte. Donc, très bientôt sur Illico Plus. Fabienne, juste entre toi et moi, là. Hein? Entre toi et moi, puis la boîte à bois. Ça parle de quoi, la nouvelle série de Nadine Bismuth, script éditeur Luc Dionne? Dans quel milieu ça se situe? Ah oui, donc! Le script éditeur Luc Dionne, il a dit qu'il a raconté à un de ses amis. Il a donné un hint sur une histoire. Et cette histoire-là, il l'a vu dans une série, là. Et ça a été volé. Fabienne, je te jure, il y a 20 ans, on n'aurait jamais pensé à ça. Fait que, alors là,
peux pas te parler. Motus, c'est bouche cousue. Mais Fabienne, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de parler de quelque chose que tu avais mis, je sais pas, soit dans Virginie, soit dans une des séries que tu as écrites, et que à un moment donné, tu t'es dit, je me suis trop ouvert la trappe et quelqu'un en a parlé ou ça a fuité dans les médias. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Non, parce que je suis trop vite. J'écris trop vite. Ils n'ont pas le temps. C'est comme je tire. Tu tires plus vite que tu veux. Oui, t'es la Lucky Luke. C'est mon ombre. T'es la Lucky Luke de la télé. Bon, en tout cas. Même j'étais surprise. J'ai dit Luc, vraiment. Ben moi, ça me surprend. Fabienne. Mais moi, ça me surprend de la part de Luc Dionne. Qu'est-ce qu'il y avait d'affaire à aller s'ouvrir la trappe? Il doit le savoir. Ouais. Sophie, Luc, là, sous ses airs de gros matamor, là, c'est un naïf, c'est un doux, c'est un sensible. Ouais. Bon, on est très content de savoir que ça se passe dans le milieu de... voilà, il y en a beaucoup, hein? Les ballerines. Il y en a beaucoup. Les ballerines. Dans le milieu de la danse. Hey, merci beaucoup, Fabienne. Hey, Sophie, je pense qu'on va aller proche de Mar-a-Lago. C'est une blague. Ah, tiens, peut-être quelque chose qui se passe en politique américaine. Ben non, ça m'étonnerait. Fabienne, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Donc, on va suivre ça. Évidemment, les rebondissements dans Stat, les changements en septembre, mais aussi très bientôt sur Illico Plus, l'appel, la nouvelle série de Luc Dionne. Merci beaucoup. Passe une excellente fin de semaine. Merci. Toi aussi, bye-bye. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Patrick Groux, qui est humoriste, qui est aussi animateur, nous propose un projet hyper original, une émission de rénovation, parce que ça manquait à la télévision québécoise. Hein? Il me semble qu'il n'avait pas assez. Ah, je suis tellement contente. Bonjour, Patrick. Moi, j'adore faire rire les humoristes. Ça va bien, merci. Et toi? En anglais, on dit « It's funny because it's true ». Eh oui, c'est drôle parce que c'est vrai. Ah non, je le sais. Ouais, il y en a beaucoup, il y en a eu énormément. Puis on m'a déjà offert, moi aussi, d'animer des émissions de rénovation, de décoration. Moi, c'est pas... moi, j'étais animateur d'une émission pendant 11 ans qui s'appelait « Job de bras ». Oui. Sur Z-Télé, où vraiment on rencontrait des travailleurs et des travailleuses. On faisait toutes sortes de métiers. On passait une journée complète avec eux autres. J'ai eu la chance de faire toutes sortes d'affaires, de monter sur des éoliennes, de faire le métier de scaphandrier, de construction, de charpentier, tout ça. Donc, tu sais, j'ai cette marque-là de tatouée sur le cœur parce que j'ai fait 226 épisodes, 11 ans, puis tout ça, puis les shows de rénovation, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Puis quand Attraction m'a approché avec ce concept-là, qui est Chantier Rescapé, il y a quelque chose d'humain qui est venu me chercher là-dedans. Ah oui? Il y avait aussi une vérité que j'ai vécue, moi. J'ai été quand même assez chanceux parce que j'ai fait bâtir une maison il y a 18 ans. Moi, je suis déménagé dans le temps à Saint-Colomban, puis on a vraiment acheté un terrain. Fait qu'on est parti d'un terrain boisé, puis on a fait bâtir la maison. Donc, j'ai vu les stress, les contraintes. La mère de mes enfants, à l'époque, était enceinte. On allait avoir notre bébé. Il y avait beaucoup de choses à penser. Puis je sais que pour plusieurs personnes, ça peut être très, très, très émotif aussi. Et je sais que plusieurs personnes, à un certain moment donné, abandonnent aussi. Ils sont découragés. Voilà. Et c'est ça le concept de l'émission, c'est que tu viens en aide, d'où le titre de l'émission Chantier Rescapé, là, qui va être très bientôt présenté sur Casa, des gens qui ont abandonné un projet pour une raison ou pour une autre, puis toi et ton équipe, ben, vous arrivez à la rescousse. Mais c'est très important ce que tu viens de dire, Patrick, parce que une maison, là, c'est jamais juste la brique et du mortier. Puis on le voit en ce moment aux États-Unis avec les incendies. Les gens perdent leur maison, ils perdent tout, là, ils sont en dépression totale. Donc, quand tu es en train de construire une maison et que tu es obligé de l'arrêter, ça vient chercher les gens, là. Ça vient chercher une émotion de fou, là. Oui. Puis, tu sais, déjà, de bâtir une maison, c'est tel que tel, dans le sens où tu as quelqu'un qui va s'occuper de l'autoconstruction, qui va bâtir la maison, mais on part de neuf. Mais de rénover, souvent, il y a des gens qui vont acheter une maison qui existe déjà. Moi, j'ai un ami comme ça, il dit à chaque mur qu'on ouvrait, on avait une mauvaise surprise. Fait qu'on se planifie un budget, il y a plein de trucs auxquels on s'attend pas, et c'est des surprises à chaque fois. Puis quand c'est des surprises qu'on vit, je dis n'importe quoi, mais en couple ou entre amis,
ou deux amis qui achètent, je sais pas moi, des condos ensemble et tout ça, ben ça peut devenir lourd. Puis c'est très, très, très émotif aussi. Donc, de donner un coup de main à ces gens-là qui ont comme abandonné, qui étaient complètement écœurés puis qui voulaient pas continuer, en fait, qui sont complètement découragés, ben c'est ce que je trouvais original dans ce concept-là, puis de pouvoir leur parler aussi de leur expérience, comment ça s'est passé, puis de quoi ne pas faire comme erreur. Je pense, j'ai comme l'impression qu'on va regarder l'émission, puis on va se dire, ah, tu vois, ça, j'avais pas pensé à ça, mais si un jour je pars en réno, ben je vais peut-être faire attention à telle ou telle affaire, tu sais, mais la détresse, moi, je l'ai jamais vécu en réno, mais moi, j'ai acheté une terre il y a à peu près 3 ans, puis je bûche sur ma terre, je travaille fort, puis tout ça, puis combien de fois, à un moment donné, là, c'était rendu trop pour moi, je me disais, si par magie, j'avais 3-4 de mes chums qui arrivaient pour me donner un coup de main 2-3 jours, parce que c'est devenu trop. Souvent, moi, je pars des projets qui sont un peu ambitieux, puis je me rends compte que c'est peut-être mon hyperactivité qui m'a fait prendre des mauvaises décisions. Mais bref, je trouve que le concept est le fun pour ça. Ouais. Le fait que tu sois humoriste, ça t'apporte quoi quand tu animes une émission ou quand tu fais même une émission de rénovation, peu importe. Le fait que tu aies ce bagage-là, que tu es capable d'avoir le sens de la répartie ça t'amène quoi? En quoi ça fait de toi un animateur différent ou un meilleur animateur? Wow, bonne question. Je pense que j'ai un style à moi, tu sais. Comme quand je faisais de la radio, des fois, il y a un directeur des programmes qui m'avait dit, t'es pas un animateur technique. J'avais envie de dire, ben non, je pense que tu serais pas venu me chercher si tu avais besoin d'un animateur technique, tu sais. Je pense que de pouvoir amener de l'humour aussi, puis des fois de dédramatiser une situation qui va peut-être être lourde, tu sais, les candidats sont pas choisis encore, il y en a peut-être qui ont trouvé, tu sais, qui ont vécu des moments un peu plus difficiles, donc d'être capable, à la limite, même d'en rire. Tu sais, moi, je viens d'une famille comme ça, chez nous, moi, je pense que je fais de l'humour pour ça aussi. Je pense qu'il y a plusieurs humoristes qui font ça pour, à un moment donné, dédramatiser un peu. Je pense que les humoristes, en tout cas, ceux et celles que je connais, on est très, très, très sensibles aussi. Donc, moi, en tout cas, je me souviens à l'école, je l'ai toujours été un peu sensible. Fait que l'humour, on dirait que ça m'apportait un peu de force puis ça m'aidait à passer à travers. Là, c'est gros ce que je dis pour une émission de rénovation, mais d'être capable d'accompagner des gens qui ont vécu des moments difficiles en riant puis je sais pas, je pense que j'ai mon style à moi, puis on va me donner cette liberté-là aussi de pouvoir niaiser un peu. Alors, je vais te poser une question, tu as le droit de répondre seulement par oui ou par non. Est-ce qu'il y a trop d'émissions de rénovation au Québec? Oui. Complètement, ça fait des années que je le dis. Je peux pas croire que j'ai accepté d'en animer une. Je trouve ça très drôle. Très bonne réponse. Oui, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Et pour ajouter... Mais en même temps, on peut choisir les émissions qu'on aime moins, ce qu'on veut regarder, ce qu'on veut pas regarder. Tu sais, on a cette liberté-là quand même, puis c'est le fun de... Comme est-ce qu'il y a trop d'humoristes, est-ce qu'il y a trop d'émissions de radio, est-ce qu'il y a trop de chanteurs? À un moment donné, on est quand même chanceux d'en avoir trop. Est-ce qu'il y a trop d'humoristes? Oui. Oui. Ouais, c'est vrai, il faudrait en éliminer une coupe, comme ça va te faire plus de job pour toi. Patrick, c'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup. Et en tout cas, je sais pas. Je suis content de te revoir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ouais. T'as tout à fait raison. C'est un plaisir réciproque, mon cher Patrick. Puis on a très hâte de voir ça dans le courant de l'année là sur Illico Plus. Sur Casa, pardon, je me mélange. Oui, Casa, oui, exactement. Oui, je me mélange. Luc Dionne sur Casa, puis de la rénovation à Illico Plus. Est-ce qu'il y a trop de réseaux au Québec? Est-ce qu'il y a trop de... des noms de réseaux? Il y en a trop. Alors, c'est exactement, très bonne question. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Je vous l'avais promis au début de la semaine que pour la nouvelle année, on allait avoir des nouveaux collaborateurs. Tous les vendredis, on va avoir le très grand plaisir d'avoir avec nous Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel au 7 jours. De toute façon, Patrick, vous le connaissez parce qu'il a déjà été chroniqueur à cette émission. Et c'est comme c'est mon vadrouilleur préféré, Patrick. Chaque fois que je vais à une première, t'es là. J'ai l'impression que tu passes ton temps à consommer de la culture dans le sens le plus noble du terme. C'est drôle parce qu'hier, l'attaché de presse de Radio-Canada, justement, lors de la conférence de presse de
de stats, elle m'a dit que j'étais la nouvelle Francine Grimaldi. Et Francine Grimaldi, on l'appelait la vadrouilleuse. Voilà. Donc, la vadrouilleuse. Moi, c'est les cheveux, elle, c'était le turban. Alors, oui, c'est vrai. Ben, peut-être qu'en dessous de son turban, elle avait les cheveux tout en l'air comme les tiens. Écoute, évidemment, on peut pas passer à côté de la semaine en télé. Tout à l'heure, j'ai fait une entrevue avec Fabienne Larouche. On a parlé de tous les changements à Stat et aussi, elle nous a dit en ondes qu'elle a été très surprise de la réaction de Patrick Labbé, qu'elle a trouvé que c'était une maladresse, mais on sentait qu'elle était un petit peu en tabarouette finalement. Donc, vous réécouterez l'entrevue avec Fabienne. Moi, je veux qu'on parle de tes coups de cœur pour l'instant de la nouvelle saison. Mea culpa sur la justice réparatrice, ça te plaît? Écoute, moi, Chantal Cadieux, c'est une autrice que j'adore. Elle nous a donné Elles étaient 5, Mémoire vive, Une autre histoire et combien d'autres séries. Et cette série-là, j'ai vu 2 épisodes jusqu'à maintenant. Et bon, on s'attend pas... Elle nous a habitués à quelque chose de plus léger dans les dernières séries. Là, on est vraiment dans quelque chose de... Ça fesse, là. C'est vraiment un groupe d'amis qui a vécu un drame il y a 25 ans. Et bon, 25 ans, le chiffre magique, c'est souvent la libération des tueurs et tout. Et donc, tueur est libéré et il commence à les approcher et tout et à faire partie de leur vie. Et c'est assez particulier. D'un côté, il y a le personnage de Bérénice, de Mélissa Desormeaux-Poulain, qui, lui... elle est dans la justice réparatrice, c'est son travail, donc elle encourage ses collègues, ses amis à aller vers ça. Ils sont un peu plus réticents. C'est assez touchant, jusqu'à maintenant, je te dirais. Moi, c'est mon coup de cœur avec une autre série qui elle, est sortie un peu avant Noël, qui est Anna Brodeur de Richard Bleimer, qui nous a donné Sophie Paquin. Ça, c'est du Bobby, un petit côté Almodovar dans cette série que j'aime beaucoup. On est aussi un peu dans le Will and Grace, la meilleure amie qui disparaît pendant 10 ans à Paris et qui revient dans sa vie montréalaise avec sa mère, jouée par Élise Guilbeault, qui est un personnage, justement, semblant sortir... Détestable, mais colorée et pas ennuyante. On dirait un personnage d'Almodovar et aussi de Bleimer, parce que quand on écoute les séries de Bleimer, il suffit de penser à Covergirl ou même les bas de Sophie Paquin. Et je pense qu'il a fait d'Élise Guilbeault sa comédienne fétiche à qui il donne des personnages complètement plus grande nature et souvent exagérés et presque théâtre d'été, mais on aime ça. Donc, c'est mes 2 coups de cœur. Mea culpa, vraiment, c'est beaucoup plus sérieux. C'est de toute autre raison. J'ai très hâte de voir la suite. Et, mais c'est intéressant c'est intéressant de faire une série où on parle de justice réparatrice parce que c'est vraiment un phénomène qui prend de plus en plus de place dans nos sociétés où des gens qui sont victimes sont mis en contact avec des gens qui sont des agresseurs. Des fois, c'est la personne qui les a agressés eux-mêmes. Des fois, c'est simplement ils sont mis en contact avec des gens qui ont fait un crime semblable à celui dont eux ont été victimes. Mais c'est des phénomènes de société Cybèle, c'est ça qui est le fun aussi en télé quand c'est pas juste du divertissement, là, qu'il y a une portée sociale. Et on se dit, moi quand j'ai entendu parler de cette série-là, je me suis on en a parlé souvent de la justice réparatrice, mais comment c'est possible de se retrouver face à face avec quelqu'un qui a peut-être fait du mal, comme pas à toi, mais comme il a fait du mal, comme quelqu'un a fait du mal à ta famille, d'aller dans cet univers-là où tu vois où l'humain s'oblige à vivre quelque chose qui est tellement anormal à vivre, puis tu vas être je vais être tiraillée à écouter ça, là, c'est certain, à voir le courage que ça prend pour essayer de pardonner, puis tu sais, on est-tu obligé de pardonner? Est-ce que ça va vraiment nous aider? Est-ce que ça nous aide vraiment? Est-ce que comme on peut aller au-delà de ça? Moi, ça va me renverser, c'est certain. Mais il y a beaucoup de gens dans le système de justice qui disent que quand on va à procès, c'est pas nécessairement, on cherche pas nécessairement que la personne soit déclarée coupable, mais on veut que notre parole à nous de victimes soit entendue. Je pense que c'est un petit peu ça aussi, la justice réparatrice. Et dans le premier épisode, il y a justement une jeune femme dont le père a violé la meilleure amie alors qu'elle était enfant. Et elle le retrouve 10 ans plus tard, suite justement à cette justice réparatrice. Et le personnage de Bérénice intervient entre le père et la fille. Et on voit la fille se lève et elle s'en va. Et le père tente de se rapprocher d'elle par la suite. C'est poignant, là. On parle d'un homme qui a violé une jeune enfant, la meilleure amie, et elle s'est suicidée par la suite, et il tente de renouer avec sa fille. C'est complètement... Je pense que juste Chantal Cadieux pour être capable d'aller toucher de façon aussi habile
et de pointer de cette façon-là un sujet. Alors, j'ai vraiment hâte de voir la suite de cette série-là. Alors ça, on vient de parler de tes coups de cœur. Il y en a qui ont été moins séduits. Je veux que tu me parles de Double Jeu, parce que moi, j'attendais beaucoup de cette série-là avec Rachid Badouri et Mehdi Boussaïdan, surtout que on met de l'avant le fait qu'ils sont tous les deux d'origine arabe, qu'ils viennent tous les deux du Maghreb et tout ça. Donc, ça t'a déçu? Pourquoi, Double Jeu? Mais pas déçu. Je te dirais que c'est plus le genre me plaît moins. On est ici dans le Dumb and Dumber, on est un peu dans le Chicken Chong, on est un peu justement dans l'espèce d'humour un peu gras. Deux Arabes, deux comédiens qui n'arrivent pas à gagner leur vie en tant que comédiens et qui se retrouvent engagés par la police pour infiltrer une bande de criminels. Donc, à chaque épisode, il y a des artistes. C'est intéressant, mais dans le sens où on est beaucoup plus dans le pipi caca poil humoristique. Et là là. J'ai vu 4 épisodes, ça m'a pas séduit, mais encore là, ça m'a pas déplu. D'accord. On va se quitter là-dessus. On va se quitter sur pipi caca poil et ce sera notre mot d'ordre pour la télévision québécoise. Moins de pipi caca poil pour faire plaisir à Patrick Delisle-Crevier qui est journaliste culturel au 7 jours. Je te reconnais, Sophie. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup à Hugo Veilleux, journaliste à la recherche, Jean-Philippe Leroux à la mise en onde, Cybelle qui a été ma complice, ma complice toute la semaine. Passez une excellente fin de semaine. On a déjà hâte à lundi. Kid.